Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Merci d'avoir choisi de nous écouter. Nous avons le grand plaisir d'une causerie de 30 minutes environ aujourd'hui avec le professeur Axel Kahn, qu'on ne présente plus, médecin, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer. On ne peut ne pas évoquer aussi ses engagements humanistes sur des questions éthiques, philosophiques ou politiques. Grand essayiste, on le reçoit ce soir pour parler de son dernier ouvrage et le bien dans tout ça. Libre Ensemble, Catherine Ax. Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. Vous êtes en duplex à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre dans notre émission Libre Ensemble. Je commencerai peut-être par là. Nous sommes une émission produite par le Centre d'Action Laïque en Belgique. Vous revendiquez laïque, vous aussi, bien qu'ayant eu la foi jadis, avec même une envie de suivre le chemin de la prêtrise. Vous avez perdu cette foi, mais quand vous vous dites laïque, agnostique, évolutionniste, ce n'est pas une laïcité anti-religieuse, dites-vous. Vous êtes déjà posé la question précédemment, et l'homme dans tout ça. Alors aujourd'hui, c'est et le bien dans tout ça. Mais Axel Kahn, quand on parle de bien, peut-on penser le bien sans faire une référence au divin? Vous avez même écrit une lettre à un ami musulman dans un chapitre de votre livre. Est-ce que donc le bien peut être différencié du divin? Je crois que l'existence, la possibilité du divin vient de ce que, pour des raisons ontologiques, toutes les femmes, tous les hommes, tous les homo sapiens ont la capacité de penser le bien. Sans cette capacité, selon moi, l'humanité n'aurait pas émergé. Et si l'humanité n'avait pas émergé, les religions non plus. C'est l'homme qui a évidemment inventé les religions, si bien que le bien est antérieur au divin, selon moi. Qu'est-ce que l'humain alors? Si le bien est antérieur au divin, c'est l'humain qui le vit. Mais qu'est-ce que l'humain? Vous dites aussi que l'humain ne peut pas être singulier, il n'existe qu'à partir de deux. Vous prenez cette symbolique de la bûche qui est magnifique, où si on met deux bûches séparément dans un feu et qu'elles ne se touchent pas, elles vont rougeoyer, mais elles ne vont pas s'enflammer. C'est l'union de ces deux bûches qui va faire un feu. Qu'est-ce que l'humain pour vous? L'humain est un être, les caractéristiques d'un être qui est un produit de l'évolution, mais que l'évolution va doter de capacités exceptionnelles qui ne pourront s'épanouir plus que pour n'importe quelle autre espèce que dans la communion, que dans l'échange entre deux êtres ou bien plus d'êtres. Le démontre. Pour être humain, par exemple, pour que vous m'interrogiez, vous à Bruxelles, et que je vous réponde, il y a deux conditions sine qua non, c'est que vous et moi, nous ayons un génome humain, c'est-à-dire des propriétés biologiques humaines. Cela étant dit, que nous ayons des génomes humains ne suffit pas. Si vous et moi, nous avions été des enfants sauvages, si dès la plus tendre enfance, nous avions été privés de l'insertion dans une famille, dans une communauté humaine, nous n'aurions aucunement développé ces capacités, ce psychisme humain qui nous permet en particulier de faire cette émission aujourd'hui. Et donc la question est, si chacun d'entre nous dépend pour être soi et pour en prendre conscience de l'autre, il est forcément amené à penser une réciprocité fondamentale entre lui et l'autre. Et la réciprocité a des conséquences. Grâce à l'autre, je pense mon autonomie, je n'ai pas de raison, de justification de la refuser à l'autre. Grâce à l'autre, je théorise que j'aimerais bien que l'on ne me fît pas du mal, je n'ai pas à en faire à l'autre. Si je suis en danger, j'aimerais bien que l'on m'aidât, et donc je dois aider l'autre. Si vraiment il y a une réciprocité entre lui et moi, alors il serait tout à fait anormal que juste tout et lui rien, ou réciproquement, et donc le principe de justice. Et si cette capacité à penser, l'important c'est la valeur de l'autre, alors simplement l'humanité n'aurait pas émergé. Et c'est en cela que l'humanité qui a émergé du fait de cette communion à partir de capacités qui sont produits de l'évolution, que l'on peut, selon ma vision, selon mon analyse, vraiment indiquer que cet homme-là avait toutes les raisons ensuite d'imaginer, on va dire d'abord le monde du magique, et puis le monde du divin et les religions. Dans votre livre, vous redéfinissez des termes, des mots qui sont peut-être parfois un peu galvaudés, le bien, le mal, la morale, l'éthique. Pourquoi redéfinir ces mots, Axel Kahn? Vous pensez qu'en effet, ils sont un peu galvaudés, utilisés, on entend beaucoup les hommes politiques ou d'autres tribuns faire l'éloge de tel et tel concept, mais sont-ils vécus aujourd'hui? Je dois les redéfinir parce qu'en effet, ils sont peu connus.
Et d'ailleurs, quoi qu'on en ait parlé très souvent, la différence, si différence il y en a pas d'étymologique, mais il y a une différence dans la pratique aujourd'hui entre éthique et morale est inconnue. La morale a plutôt mauvaise presse, hors la sphère religieuse naturellement, alors que l'éthique, qui est une réflexion pour déterminer ce que l'on va faire, une espèce de morale en action, elle a extrêmement bonne presse. C'est que la morale renvoie à une morale avant tout religieuse et privatrice des libertés, privatrice de l'autorisation de la jouissance, une morale castratrice en quelque sorte. Et cette morale est devenue insupportable dans beaucoup de sphères de la société en dehors de certaines religions et par conséquent, on parle de l'éthique qu'il faut définir. L'éthique est donc cette morale en action, c'est-à-dire cette réflexion sur la vie bonne et sur les valeurs qui la fondent, avec l'obligation d'être capable d'expliciter les valeurs qui la fondent et sur lesquelles on s'appuie pour faire un choix éthique. Mais ces valeurs, elles ne peuvent pas faire l'économie de la notion du bien et du mal, c'est-à-dire de la notion de l'importance et de la valeur de l'autre. Or, la science du bien et du mal, ça s'appelle la morale. Et donc, il y a quand même des liens indissolubles entre éthique et morale. Et comme tout le monde, j'ai parlé toute ma vie d'éthique, j'ai fait partie d'un nombre incalculable de comités d'éthique internationaux, européens et français. Et là, il me semblait extrêmement intéressant d'aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fonde la référence de la réflexion éthique, c'est-à-dire la notion du bien. Et je dis dans ce livre, osons le bien. Alors, vous dites d'ailleurs que la morale, vous venez de l'évoquer, est ennemie du plaisir et donc a été bannie de l'enseignement, mais que rien ne l'a remplacée. Est-ce que l'apprentissage de cette morale donc, dépend de l'apprentissage du bien et du mal et pourquoi n'a-t-elle pas été remplacée? Et pourquoi faudrait-il la remplacer? Pour moi, le bien, c'est la prise en considération de la valeur irréductible de l'autre et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la protection de l'autre, les actions qui vont favoriser son épanouissement, qui vont favoriser sa santé, qui vont permettre à l'autre de vivre dans la liberté. Et le mal, c'est l'inverse. Comme on dépend chacun l'un de l'autre, je dirais que le mépris ou l'indifférence sont plutôt sur le versant du mal. Il est extrêmement important à l'école, dans l'éducation, non pas d'enseigner un catéchisme moral, mais en tout cas de faire en sorte que l'éducation permette de prendre conscience de la valeur de l'autre, dans la totalité de ses réflexions, de ses gestes. Une partie de la violence, une forme du mal élémentaire, est liée à ce que cette référence à la valeur de l'autre n'est plus apparente. Donc oui, en effet, il doit y avoir un éveil citoyen, un éveil qu'il soit laïque ou religieux, peu importe à vrai dire. Que l'on respecte l'autre parce qu'il est la créature privilégiée à l'image de Dieu, comme le font les religieux, ou bien que l'on respecte l'autre à travers une démarche intellectuelle un peu plus compliquée que je viens d'essayer de vous résumer, le résultat est le même en fait. Vous dites aussi que dans cet ouvrage que la violence peut naître de gens éduqués. Il y a le mal qui naît d'un manque d'éducation, mais il y a aussi des gens éduqués. Les attentats contre les tours à New York du World Trade Center en 2001 étaient provoqués par des gens éduqués. Alors que faire si l'éducation ne suffit pas? Non, l'éducation ne suffit pas. C'est Victor Hugo qui a dit... Chaque fois que l'on ouvre une école, on ferme une prison. Mais c'était un optimisme, on va dire, qui a été un peu démenti par les événements, et notamment par ceux, vous l'avez dit, du 11 septembre 2001, puisque les 19 jeunes hommes responsables de ces horribles attentats étaient indiscutablement très éduqués. Ils avaient été dans des très bonnes universités de leur pays et des universités étrangères. En réalité, il existe plusieurs types de violences. Je vais en schématiser 3. Il y a d'abord effectivement la violence des sauvageons. Le sauvageon, c'est le rejet de la souche d'un arbre qui pousse sans tuteur.
et qui a donc une croissance un peu folle. Eh bien, en effet, en dehors de l'éducation familiale, de l'éducation du groupe, de l'éducation de l'école, les petits Homo sapiens, mammifères, sont des sauvageons et expriment une violence de sauvageons qui est une violence extrêmement caractéristique, classique, que l'on a en commun avec les animaux non humains. Et puis, la capacité intellectuelle, la capacité même d'éducation que l'on a, est liée à une aptitude très étonnante de l'homme qui est d'imiter mieux que n'importe quel autre animal. Et cela veut dire que nous sommes d'une extrême sensibilité à la parole de l'autre, à l'influence de l'autre. L'autre peut être le professeur bienveillant qui essaye de nous éduquer à la liberté, c'est magnifique, ou bien l'autre peut être effectivement le gourou, le chef sectaire, le grand prêtre d'une religion, le tyran, etc., etc. Eh bien, tout ça, bien évidemment, et on revient ici au 11 septembre 2001, c'est une des formes de violence qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité. La raison pour laquelle on a tué le plus de gens dans l'humanité, c'est que on nous a appris que ceux qu'il fallait tuer, il fallait les tuer car ils ne pensaient pas bien. D'autre part, cette violence est liée à l'attribution de pensée aux autres. Et ça, l'attribution d'une pensée aux autres, à ce degré de développement, c'est un apanage de l'humain. Et le troisième type de violence qui est totalement humain, c'est l'inhumanité. Il n'y a pas plus humain que l'inhumanité. L'inhumanité, c'est celui qui est capable d'attribuer des pensées à l'autre et qui, dans son agression, dans la violence qu'il fait subir à l'autre, jouit de son pouvoir et jouit de la détresse de l'autre. Seul l'humain peut être capable de faire cela. Un animal est animal. Il n'est jamais inhumain, bien entendu. Donc, dans les trois types de violence, schématiquement, il y en a une que nous avons en commun avec nos cousins animaux non humains et deux qui sont très liés à l'humanité. Si j'ai bien compris, nous sommes tous responsables les uns des autres, comme membres d'une même humanité, qu'on a donc un devoir envers les autres, présent et à venir. Vous n'oubliez pas la dimension écologique de ce devoir. Vous pensez que la laïcité, donc la séparation des églises et de l'État, est un vecteur justement de cette prise de conscience d'une même humanité, qu'elle est essentielle dans nos démocraties ? D'abord, la laïcité est la forme la plus évidente de l'autonomie. La laïcité, c'est la non-attribution d'une supériorité morale à une conception philosophique ou religieuse, ou une absence de conception religieuse particulière. Dans une société laïque, toutes ces conceptions, à partir du moment où elles respectent les droits de l'homme, ont a priori la même valeur. On peut d'ailleurs s'y référer, et s'il y a des prescriptions des cultes, on peut suivre ces cultes dans le domaine privé. En revanche, puisqu'il n'y a aucune supériorité, on ne peut l'imposer à l'extérieur. Chacun, dans sa diversité, la diversité de ses analyses, la diversité de ses croyances, est le plus libre, le plus autonome. La laïcité est la contrepartie de cette définition de la valeur de l'autre et du respect, notamment de l'autonomie de l'autre, que je viens d'exprimer et qui est l'une des composantes de cette aptitude à penser le bien dont je dis qu'elle était ontologique. En Belgique, notre laïcité n'est pas encore, et nous l'espérons, le Centre d'action laïque l'espère, inscrite dans la Constitution. En France, votre laïcité est bien plus claire, la séparation Église-État. Néanmoins, notre compromis à la Belge nous a offert des avancées éthiques importantes que certains voisins nous envient, comme l'euthanasie. Je sais que vous avez un positionnement par rapport à l'euthanasie qui vous a déjà été demandé à moult reprises, puisque vous vous occupez d'éthique depuis tellement longtemps. Que pensez-vous aujourd'hui de ce positionnement de la France en regard de la fin de vie après les cas de Vincent Lambert, ou tout dernièrement Françoise Hardy qui réclame l'euthanasie et pense même se déplacer en Belgique pour avoir cette euthanasie. Que pensez-vous de cette question très complexe, finalement éthique, puisqu'elle touche au plus profond de l'humain ? Puisqu'on est dans une société laïque, j'admets parfaitement les positions qui vont aboutir à une loi comme celle des Pays-Bas, comme celle de la Belgique. Et j'admets parfaitement également les théories, les conceptions qui aboutissent à des propositions différentes. La discussion, d'ailleurs, n'est pas celle d'une remise en cause de la liberté.
La liberté, et notamment la liberté de préférer une vision stoïcienne, qui amène chacun à décider dans l'autonomie maximale, y compris du moment et de la forme de sa mort. C'est une pensée qui est totalement légitime et qui a exactement le même droit de citer, d'être défendu que n'importe quel autre. La question n'est pas exactement celle-là. Pour un médecin que je suis, mais aussi pour un humaniste, et pour vous, pour les gens qui ont choisi une loi d'euthanasie positive, il y a un point qui nous rassemble. Toute douleur qui n'est pas réclamée, elle l'est rarement, et qui n'est pas calmée alors qu'on peut la calmer, est une infamie, est une agression totalement insupportable. Simplement, il m'apparaît que le compromis à la française, les lois Leonetti, les lois qui permettent d'endormir les personnes, une anesthésie générale en quelque sorte, lorsqu'elles le demandent en fin de vie, mais qui ne réintroduisent pas l'autorisation de décider d'un geste dont le but est de tuer quelqu'un d'autre, répond à cette question. La question fondamentale qui est en discussion, c'est est-ce que la liberté d'une personne de vouloir à un moment donné arrêter sa vie comme elle le veut correspond à l'obligation pour l'État, l'organisation, la société, d'offrir à la personne ce qu'elle est libre de vouloir. Je fais partie de ceux pour lesquels, après l'abolition de la peine de mort, la réintroduction d'un geste de cet ordre n'est pas quelque chose qui me réjouit, et donc je défends ma position très calmement. Je le défends d'autant plus calmement que je n'ai strictement aucun doute que je ne sais pas quand, dans 5 ans, dans 10 ans, compte tenu de l'évolution du monde, il faut bien le reconnaître, l'évolution de la loi, de la législation en France se rapprochera plus de celle en Belgique que celle en Belgique se rapprochera de celle en France. Vous voyez, la Belgique comme modèle ici. Par rapport à cette pandémie, on vous a beaucoup entendu ces derniers mois dans les médias. Vous citez dans votre ouvrage Camus. Être humain, c'est se révolter. Mais en ce qui concerne la Covid-19, beaucoup s'inquiètent des mesures liberticides, d'une dérive de surveillance, de respect de confidentialité avec toutes les données récoltées et informatisées. André Comte-Sponville évoque un nihilisme sanitaire ou un pan-médicalisme, c'est-à-dire faire de la santé une valeur suprême. Que leur répondez-vous ? J'ai déjà répondu à André Comte-Sponville, qui est un ami par ailleurs, et là j'ai l'impression qu'il se trompe profondément. Alors, il ne se trompe pas forcément lorsqu'il met en garde contre la permanence de mesures liberticides et l'utilisation de l'urgence sanitaire pour restreindre les libertés. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté, telle qu'elle était définie en 1789 par ceux qui ont écrit, les révolutionnaires, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. L'article 4 dit que la liberté est le droit de faire tout ce qui nuit à autrui. Or, il se trouve en matière sanitaire que contaminer autrui, mettre en danger la santé d'autrui, mettre en danger la vie d'autrui, nuit extraordinairement à sa liberté. Et pour les hommes et les femmes de 1789, il y avait, et il y a eu pendant très longtemps, 2 composantes à la liberté. La composante individuelle et la composante collective, c'est-à-dire l'organisation collective qui est celle permettant au mieux de préserver les libertés du plus grand nombre. Ce point me semble fondamental. L'évolution du libéralisme néoclassique a eu tendance à écarter progressivement la dimension collective, communautaire de la liberté pour ne plus mettre en avant que la liberté individuelle. Et ce me semble, c'est l'écueil que n'évite pas André Comte-Sponville dans ses diatribes contre les mesures sanitaires et la santé, valeur ultime. Non, la santé n'est pas valeur ultime. La valeur ultime, c'est l'humain, libre et autonome, et si possible, ça nuit beaucoup à l'autonomie d'être mort par maladie, à qui l'on évite d'être malade, très malade, éventuellement mort. Ces mesures, pour vous, sont essentielles. Maintenant, il faudra les surveiller une fois que cette pandémie, on l'espère, sera loin derrière nous. Il faudra juste veiller à ce que toutes ces mesures liberticides ou des dérives de surveillance cessent. Oui, naturellement. Qu'il puisse y avoir des arrière-pensées consistant à utiliser l'opportunité de ces mesures sanitaires justifiées par l'urgence sanitaire. Pour restreindre les libertés, sans doute, c'est possible. Mais en elles-mêmes, des mesures de sécurité collective
sanitaires, dans mon esprit, ne peuvent jamais équivaloir à une atteinte aux libertés, mais au contraire à une appréciation, à une bonne appréciation de la défense de la dimension collective des libertés. Idem pour les vaccins et ce libéralisme économique incarné dans les firmes pharmaceutiques. Pour vous, le vaccin devrait être un bien commun? Oui, ça je l'ai dit. Et j'ai demandé, j'ai même fait un appel, une déclaration au président de la République française. Et ensuite, j'ai fait circuler une pétition internationale qui a rencontré quelques échos au Canada, aux États-Unis d'Amérique, un peu au Portugal, pour faire en sorte que l'ONU, même le Conseil de sécurité, décide de créer un moyen permettant de fabriquer et distribuer des vaccins et vacciner sur la planète entière. Et cela avec une double justification. La première justification est, je dirais, d'opportunité et de sécurité pour tout le monde. En effet, il est tout à fait évident que tant qu'il y aura en Inde, en Amérique du Sud à l'heure actuelle, et même en Turquie, même en Hongrie, des foyers extrêmement actifs de maladies, on ne pourra pas considérer que nous en avons fini. Et donc, c'est notre intérêt aussi que le monde entier soit protégé. Et puis, c'est un objectif d'humanité, d'universalisme dans la solidarité humanitaire. Pour ce qui est des moyens d'y parvenir, l'un d'entre eux peut être radical, qui est en effet la suppression de toute protection par brevet. Une autre est compatible avec les règles économiques actuelles. C'est ce que l'on appelle le système de la licence obligatoire, qui est reconnu parfaitement par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1994, en l'occurrence, et qui, en cas d'urgence de santé publique, autorise à rendre obligatoire de licencier une invention importante en santé publique au profit de n'importe quelle société qui veut l'exploiter. Donc ça pourrait être utilisé. Il me semble que ma démarche est logique. Bien évidemment, la santé du monde est un bien commun. Et un bien commun, comme je l'ai dit, dans toutes les acceptions. Je vais dire la vérité, je n'ai pas vraiment été entendu. Comme vous savez, les États-Unis d'Amérique ont réussi un très bel exploit en vaccinant 100 millions de personnes en peu de temps, mais ils ont pour cela notamment pratiquement cessé totalement l'exportation de tout vaccin et ils n'ont pas vraiment engagé leurs forces pour promouvoir comme cela la fabrication et la distribution des vaccins dans le monde entier. Puisqu'on parle de bien, cette pandémie peut-elle avoir des conséquences positives, vous pensez ? Elle a fait émerger nos différences, elle a pointé nos hôpitaux malades. Qu'a-t-elle fait de bon pour nous, finalement, s'il faut être positif ? Écoutez, je vais utiliser l'image de Hegel. La chouette de l'histoire ne s'envole qu'au crépuscule. Donc, on verra bien. Je ne suis pas du tout d'un optimisme béat. J'ai entendu, moins maintenant, mais j'ai entendu à un moment donné encore peut-être, certains propos indiquant qu'un monde merveilleux, prometteur, lumineux, maintenant s'apprêtait à advenir. Je n'en crois rien pour l'essentiel. Il y a une possibilité que le monde de demain soit comme le monde d'hier, en un peu pire. Il y a néanmoins quelques côtés positifs. Un des côtés positifs, vous y avez fait allusion, c'est qu'il sera plus difficile durant quelque temps de considérer que la santé est une variable économique d'ajustement des politiques des nations. La santé, qui est l'exigence, non pas la valeur, on revient à ce que dit Comte Sponville. La santé n'est pas une valeur. La santé, c'est ce qui permet au mieux aux autres valeurs, la joie, l'amour, la liberté de s'épanouir. C'est difficile de s'aimer quand on est malade comme un chien. C'est difficile d'être autonome quand il y a une pandémie, etc., etc. Donc, la préservation de ce socle commun aux valeurs essentielles, la liberté, l'amour, la joie, l'enthousiasme, la solidarité, la fraternité, ne pourra pas,
au moins durant un certain temps, parce que je dirai jamais, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, hélas, ne pourra pas être négligé. C'est une totale évidence. Ça, c'est un côté positif. Les autres, je demande à voir. Avant de terminer cet entretien, Axel Kahn, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur l'Europe. Vous ne ménagez pas vos mots et vos propos quand vous parlez de l'Europe. Vous dites que l'Europe n'est pas généreuse. Vous l'écrivez donc dans un chapitre consacré aux réfugiés et aux droits humains. Vous ajoutez qu'elle ne survivra pas à son indifférence face à la détresse et aux morts. Ça aussi, c'est un point sur lequel vous êtes en colère. Ça me semble tout à fait évident. L'Europe, l'esprit de l'Europe, ça a été incontestablement la construction économique, mais dans la pensée des pères de l'Europe, l'économie était le moyen aussi de promouvoir des valeurs. Mais on sait très bien, ces gens-là étaient des réalistes, que bâtir un mouvement aussi important que la construction européenne uniquement sur les valeurs avait peu de chances de fonctionner si, au départ, on ne donnait pas du mieux-être aux personnes. Et donc, la construction économique européenne a été le pendant de cette construction de l'Europe des valeurs. Or, cette Europe des valeurs qui est fondatrice de la pensée européenne, même si elle va de pair avec la prospérité, l'aspiration à la prospérité, ne peut pas résister à une politique inhumaine. Or, laisser se noyer des gens, ne pas tendre la main quand les personnes se noient, est évidemment inhumain. Créer des conditions telles que les personnes qui sont dans ce flux migratoire, qu'on n'arrêtera pas, hélas, sont obligées d'emprunter les voies des migrations les plus dangereuses, qui fait le plus de victimes, n'est pas quelque chose qui est compatible avec les valeurs européennes. Alors, je ne dis pas qu'il faut totalement négliger le sentiment des populations, des femmes et des hommes sur les migrations. La démocratie, j'y suis attaché naturellement. Et il faut que les politiques, simplement, indiquent que le mouvement par lequel les 500 millions d'Européens, dans une relative prospérité quand même, vivant à côté de bientôt 1,5 milliard d'Africains, ne pourront éviter, parce que depuis que l'homme est sur la Terre, on a toujours connu cela, ne pourront éviter un flux migratoire et qu'il faut l'organiser. Il faut d'abord donner les conditions de la possibilité de continuer à vivre en Afrique, organiser ce flux migratoire dans l'humanité, qui est un élément fondamental de respect de nos valeurs. Je crois que ce ne peut être vu que comme un objectif européen essentiel. Et pour terminer cet entretien, Axel Kahn, la phrase de votre père, j'avais envie de terminer sur cette phrase, ce père Jean Kahn qui s'est donné la mort lorsque vous aviez une vingtaine d'années, « Sois raisonnable et humain ». C'est l'héritage qu'il vous a légué. Est-ce que c'est la trame de votre existence depuis tant d'années et c'était la trame de ce livre? C'est la trame de ce livre. C'est aussi un peu la trame de l'existence. Alors évidemment, quand je vous réponds cela, je ne suis pas en train de vous répondre que j'ai été, grâce à mon père, raisonnable et humain. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jamais je n'ai oublié ce qu'il m'avait enjoint d'être. Je dis que c'est un fil d'Ariane que j'ai suivi et qui m'a permis de ne pas me perdre trop dans le labyrinthe où il y a de nombreux minotaures qui nous menacent, qui nous guettent au détour des aventures et des aléas de la vie. Et par conséquent, si l'on me demande, et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous êtes-vous comporté? Je puis répondre, et ça très très sincèrement, être raisonnable humain, suivre le fil d'Ariane, en tout cas, et de manière constante, depuis 26 ans, l'âge que j'avais lorsque mon père m'a laissé cette lettre, et même en réalité depuis avant, j'ai toujours essayé. Je n'ai jamais essayé de l'être. Je m'y suis efforcé. C'est peut-être le fil d'Ariane qu'on pourrait conseiller à tout un chacun et à nouvelle génération. Soyez raisonnable et humain. Merci beaucoup Axel Kahn, on le rappelle, à lire ce livre passionnant, essentiel, et le bien dans tout ça. Aux éditions Stock. Merci Axel Kahn d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir.